Un essaim d'abeilles habitait une ruche spacieuse. Là, dans une heureuse abondance, elles vivaient tranquilles. Ces abeilles, célèbres par leurs lois, ne l'étaient pas moins par le succès de leurs armes et par la manière dont elles se multipliaient. Leur domicile était un séminaire parfait de science et d'industrie. Jamais abeilles ne vécurent sous un plus sage gouvernement. Cependant, jamais il n'y en eut de plus inconstantes et de moins satisfaites. Elles n'étaient ni les malheureuses esclaves d'une dure tyrannie, ni exposées aux cruels désordres de la féroce démocratie. Elles étaient conduites par des rois qui ne pouvaient errer, parce que leur pouvoir était sagement borné par les lois. Ces insectes, imitant tout ce qui se fait à la ville, à l'armée ou au barreau, vivaient parfaitement comme les hommes et exécutaient, quoiqu'en petit, toutes leurs actions. Les merveilleux ouvrages opérés par l'adresse incomparable de leurs petits membres échappaient à la faible vue des humains. Il n'y a rien de tout ce qui se voit parmi les hommes dont ces animaux industrieux ne se servissent aussi. Comme donc leur langage nous est inconnu, nous ne pouvons parler de ce qui les concerne qu'en employant nos expressions. L'on convient assez généralement qu'entre autres choses dignes d'être remarquées, ces animaux ne connaissent point l'usage des cornets ni des dés. Mais puisqu'ils avaient des rois, et par conséquent des gardes, on peut naturellement présumer qu'ils connaissaient quelque espèce de jeu. Vit-on en effet jamais d'officiers et de soldats qui s'abstinssent de cet amusement? La fertile ruche était remplie d'une multitude prodigieuse d'habitants, dont le grand nombre contribuait même à la prospérité commune. Des millions étaient occupés à satisfaire la vanité et l'ambition d'autres abeilles, qui étaient uniquement employées à consumer les travaux des premières. Malgré une si grande quantité d'ouvriers, les désirs de ces abeilles n'étaient pas satisfaits. Tant d'ouvriers, tant de travaux pouvaient à peine fournir au luxe de la moitié de la nation. Quelques-uns, avec de grands fonds et très peu de peine, faisaient des gains très considérables. D'autres, condamnés à manier la faux et la bêche, ne gagnaient leur vie qu'à la sueur de leur visage et en épuisant leurs forces par les occupations les plus pénibles. L'on en voyait cependant d'autres qui s'adonnaient à des emplois tout mystérieux, qui ne demandaient ni apprentissage, ni fonds, ni soins. Tels étaient les chevaliers d'industrie, les parasites, les courtiers d'amour, les joueurs, les filous, les faux monnayeurs, les empiriques, les devins, et, en général, tous ceux qui, haïssant la lumière, tournaient par de sourdes pratiques à leur avantage le travail de leurs voisins, qui, incapables même de tromper, étaient moins défiants. On appelait ces gens-là des fripons. Mais ceux dont l'industrie était plus respectée, quoique dans le fond peu différente des premiers, recevaient un nom plus honorable. Les artisans de chaque profession, tous ceux qui exerçaient quelque emploi ou quelque charge, avaient quelque espèce de friponnerie qui leur était propre. Comme s'ils n'eussent pu, sans l'instruction d'un procès, distinguer le légitime d'avec l'illégitime, ils avaient des jurisconsultes occupés à entretenir des animosités et à susciter de mauvaises chicanes. C'était la fin de leur art. Les lois leur fournissaient des moyens pour ruiner leur parti et pour profiter adroitement des biens engagés. Uniquement attentifs à tirer de précieux honoraires, ils ne négligeaient rien pour empêcher qu'on ne terminât par voie d'accommodement les difficultés. Pour défendre une mauvaise cause, ils épluchaient les lois avec la même exactitude et dans le même but que les voleurs examinent les maisons et les boutiques. C'était uniquement pour découvrir l'endroit faible dont ils pourraient se prévaloir. Les médecins préféraient la réputation à la science et les richesses au rétablissement de leurs malades. La plupart, au lieu de s'appliquer à l'étude des règles de l'art, s'étudiaient à prendre une démarche composée. Des regards graves, un air pensif, étaient tout ce qu'ils possédaient pour se donner la réputation de gens doctes. Tranquilles sur la santé des patients, ils travaillaient seulement à acquérir les louanges des accoucheuses, des prêtres et de tous ceux qui vivaient du produit des naissances ou des funérailles. Attentifs à ménager la faveur du sexe babillard, ils écoutaient avec complaisance les vieilles recettes de la tante de Madame. Les chalands et toute leur famille étaient soigneusement ménagés. Un sourire affecté, des regards gracieux, tout était mis en usage et servait à captiver ces esprits déjà prévenus. Entre le grand nombre des prêtres de Jupiter, gagés pour attirer sur la ruche la bénédiction d'en haut, il n'y en avait que bien peu qui eussent de l'éloquence et du savoir. La plupart étaient même aussi emportés qu'ignorants. On découvrait leur paresse, leur incontinence, leur avarice et leur vanité, malgré les soins qu'ils prenaient pour dérober aux yeux du public ces défauts. Ils étaient fripons comme des tailleurs et intempérants comme des matelots. Quelques-uns, à face blême, couverts d'habits déchirés, priaient mystiquement pour avoir du pain. Ils espéraient de recevoir de plus grosses récompenses, mais à la lettre, ils n'obtenaient que du pain. Et tandis que ces sacrés esclaves mouraient de faim, les fainéants pour qui ils officiaient étaient bien à leur aise.
on voyait sur leur visage de prospérité la santé et l'abondance dont ils jouissaient. Les soldats qui avaient été mis en fuite étaient comblés d'honneur, s'ils avaient le bonheur d'échapper à l'épée victorieuse, quoiqu'il y en eût plusieurs qui fussent de vrais poltrons, qui n'aimaient point le carnage. Si quelque vaillant général mettait en déroute les ennemis, il se trouvait quelques personnes qui, corrompues par des présents, facilitaient leur retraite. Il y avait des guerriers qui affrontaient le danger, paraissaient toujours dans les endroits les plus exposés. D'abord ils y perdaient une jambe, ensuite ils y laissaient un bras, et enfin, lorsque toutes ces diminutions les avaient mis hors d'état de servir, on les renvoyait honteusement à la demi-paye, tandis que d'autres, qui plus prudents, n'allaient jamais au combat, tiraient la double paye, pour rester tranquilles chez eux. Leur roi était à tout égard mal servi, leur propre ministre les trompait. Il y en avait à la vérité plusieurs qui ne négligeaient rien pour avancer les intérêts de la couronne, mais en même temps ils pillaient impunément le trésor qu'ils travaillaient à enrichir. Ils avaient l'heureux talent de faire une très belle dépense, quoique leurs appointements fussent très chétifs, et encore se vantaient-ils d'être fort modestes. Donnaient-ils trop d'étendue à leurs droits? Ils appelaient cela leur tour de bâton. Et même s'ils craignaient qu'on ne comprît leur jargon, ils se servaient du terme d'émolument, sans qu'ils voulussent jamais parler naturellement et sans déguisement de leur gain. Car il n'y avait pas une abeille qui ne se fût très bien contentée, je ne dis pas de ce que gagnaient effectivement ces ministres, mais seulement de ce qu'ils laissaient paraître de leur gain. Ils ressemblaient à nos joueurs qui, quoiqu'ils aient joué beau jeu, ne diront cependant jamais, en présence des perdants, tout ce qu'ils ont gagné. Qui pourrait détailler toutes les fraudes qui se commettaient dans cette ruche? Celui qui achetait des immondices pour engraisser son prêt les trouvait falsifiés d'un quart de pierre et de mortiers inutiles et encore. Quoique dupe, il n'aurait pas eu bonne grâce d'en murmurer, puisqu'à son tour, il mêlait parmi son beurre une moitié de sel. La justice même, si renommée pour sa bonne foi, quoique aveugle, n'en était pas moins sensible au brillant éclat de l'or. Corrompue par des présents, elle avait souvent fait pencher la balance qu'elle tenait dans sa main gauche. Impartiale en apparence, lorsqu'il s'agissait d'infliger des peines corporelles, de punir des meurtres et d'autres grands crimes, elle avait même souvent condamné au supplice des gens qui avaient continué leur friponnerie après avoir été punis du pilori. Cependant, on croyait communément que l'épée qu'elle portait ne frappait que les abeilles qui étaient pauvres et sans ressources, et que même cette déesse faisait attacher à l'arbre maudit des gens qui, pressés par la fatale nécessité, avaient commis des crimes qui ne méritaient pas un pareil traitement. Par cette injuste sévérité, on cherchait à mettre en sûreté le grand et le riche. Chaque ordre était ainsi rempli de vices, mais la nation même jouissait d'une heureuse prospérité. Flattée dans la paix, on la craignait dans la guerre. Estimée chez les étrangers, elle tenait la balance des autres ruches. Tous ses membres, à l'envi, prodiguaient pour sa conservation leur vie, leurs biens. Tel était l'état florissant de ce peuple. Les vices des particuliers contribuaient à la félicité publique. Dès que la vertu, instruite par les ruses politiques, eut appris 1000 heureux tours de finesse, et qu'elle se fut liée d'amitié avec le vice, les plus scélérats faisaient quelque chose pour le bien commun. Les fourberies de l'État conservaient le tout, quoique chaque citoyen s'en plaignît. L'harmonie dans un concert résulte d'une combinaison de sons qui sont directement opposés. Ainsi, les membres de la société, en suivant des routes absolument contraires, cédaient comme par dépit. La tempérance et la sobriété des uns facilitaient l'ivrognerie et la gloutonnerie des autres. L'avarice, cette funeste racine de tous les maux, ce vice dénaturé et diabolique, était esclave du noble défaut de la prodigalité. Le luxe fastueux occupait des millions de pauvres. La vanité, cette passion si détestée, donnait de l'occupation à un plus grand nombre encore. L'envie même, et l'amour-propre, ministres de l'industrie, faisaient fleurir les arts et le commerce. Les extravagances dans le manger et dans la diversité de mets, la somptuosité dans les équipages et dans les ameublements, malgré leur ridicule, faisaient la meilleure partie du négoce. Toujours inconstant, ce peuple changeait de loi comme de mode. Les règlements qui avaient été sagement établis étaient annulés et on leur en substituait bientôt de tout opposé. Cependant, en altérant ainsi les anciennes lois et en les corrigeant, ils prévenaient des fautes qu'aucune prudence n'aurait pu prévoir. C'est ainsi que le vice, produisant la ruse, et que la ruse, se joignant à l'industrie, on vit peu à peu la ruche abonder de toutes les commodités de la vie. Les plaisirs réels, les douceurs de la vie, l'aise et le repos étaient devenus des biens si communs que les pauvres mêmes vivaient plus agréablement alors que les riches ne le faisaient auparavant. On ne pouvait rien ajouter au bonheur de cette société. Mais hélas, quelle n'est pas la vanité de la félicité des pauvres mortels? À peine ces abeilles avaient-elles goûté les prémices du bonheur qu'elles éprouvèrent qu'il est même au-dessus du pouvoir des dieux de rendre parfait le séjour terrestre. La troupe murmurante avait souvent témoigné qu'elle était satisfaite du gouvernement et des ministres. Mais au moindre revers, elle changea d'idée. Comme si elle eût été perdue sans retour, elle maudit les politiques, les armées et les flottes.
Ces abeilles réunissant leurs plaintes, on entendait de tous côtés ces paroles. Maudites soient toutes les fourberies qui règnent parmi nous. Cependant, chacune se les permettait encore, mais chacune avait la cruauté de ne vouloir point en accorder l'usage aux autres. Un personnage qui avait amassé d'immenses richesses en trompant son maître, le roi et le pauvre, osait crier de toute sa force. Le pays ne peut manquer de périr pour toutes ces injustices. Et qui pensez-vous que fut ce rigide sermonneur? C'était un gantier qui avait vendu toute sa vie et qui vendait actuellement des peaux de mouton pour des cabrons. Il ne faisait pas la moindre chose dans cette société qui ne contribuât au bien public. Cependant, tous les fripons criaient avec impudence. « Bon Dieu, accordez-nous seulement la probité !» Mercure ne put s'empêcher de rire à l'ouïe d'une prière si effrontée. Les autres dieux dirent qu'il y avait de la stupidité à blâmer ce que l'on aimait. Mais Jupiter, indigné de ces prières, jura enfin que cette troupe criailleuse serait délivrée de la fraude dont elle se plaignait. Et au même instant, l'honnêteté s'empara de tous les cœurs. Semblable à l'arbre instructif, elle dévoila les yeux de chacun. Elle leur fit apercevoir ces crimes qu'on ne peut contempler sans honte. Ils se confessaient, coupables par leur discours, et surtout par la rougeur qu'excitait sur leur visage l'énormité de leurs crimes. C'est ainsi que les enfants qui veulent cacher leurs fautes, trahis par leur couleur, s'imaginent que dès qu'on les regarde, on lit sur leur visage mal assuré la mauvaise action qu'ils ont faite. Mais grand Dieu, quelle consternation, quel subit changement. En moins d'une heure, le prix des denrées diminua partout. Chacun, depuis le ministre d'État jusqu'au villageois, arracha le masque d'hypocrisie qui le couvrait. Quelques-uns, qui étaient très bien connus auparavant, parurent des étrangers quand ils eurent pris des manières naturelles. Dès ce moment, le barreau fut dépeuplé. Les débiteurs acquittaient volontairement leurs dettes, sans en accepter même celles que leurs créditeurs avaient oubliées. On les cédait généreusement à ceux qui n'étaient pas en état de les satisfaire. S'élevait-il quelques difficultés, ceux qui avaient tort restaient modestement dans le silence. On ne voyait plus de procès où il entra de la mauvaise foi et de la vexation. Personne ne pouvait plus acquérir des richesses. La vertu et l'honnêteté régnaient dans la ruche. Qu'est-ce donc que les avocats y auraient fait? Ainsi, tous ceux qui, avant la Révolution, n'avaient pas eu le bonheur de gagner du bien, désespérés, ils pendaient leur écritoire à leur côté et se retiraient. La justice, qui jusqu'alors avait été occupée à faire pendre certaines personnes, avait donné la liberté à ceux qu'elle tenait prisonniers. Mais dès que les prisons eurent été nettoyées, la déesse qui y préside devenant inutile, elle se fit contrainte de se retirer avec son train et tout son bruyant attirail. D'abord paraissaient quelques serruriers chargés de serrures, de verrous, de grilles, de chaînes et de portes garnies de barres de fer. Ensuite venaient les geôliers, les guichetiers et leurs suppôts. La déesse paraissait alors précédée de son fidèle ministre, l'écuyer Carnifex, le grand exécuteur de ses ordres sévères. Il n'était point armé de son épée imaginaire. À la place, il portait la hache et la corde. Dame Justice, aux yeux bandés, assise sur un nuage, fut chassée dans les airs accompagnée de ce cortège. Autour de son char, et derrière, il y avait ses sergents, huissiers, et ses domestiques de toute espèce qui se nourrissent des larmes des infortunés. La ruche avait des médecins, tout comme avant la Révolution, mais la médecine, cet art salutaire, n'était plus confié qu'à d'habiles gens. Ils étaient en si grand nombre et si bien répandus dans la ruche qu'il n'y en avait aucun qui eût besoin de se servir de voiture. Leurs vaines disputes avaient cessé. Le soin de délivrer promptement les patients était ce qui les occupait uniquement. Plein de mépris pour les drogues qu'on apporte des pays étrangers, ils se bornaient au simple que produit le pays. Persuadés que les dieux n'envoient aucune maladie aux nations sans leur donner en même temps les vrais remèdes, ils s'attachaient à découvrir les propriétés des plantes qui croissaient chez eux. Les riches ecclésiastiques, revenus de leur honteuse paresse, ne faisaient plus desservir leurs églises par des abeilles prises à la journée. Ils officiaient eux-mêmes. La probité dont ils étaient animés les engageait à offrir des prières et des sacrifices. Tous ceux qui ne se sentaient pas coupables de s'acquitter de ces devoirs, ou qui croyaient qu'on pouvait se passer de leurs soins, résignaient sans délai leurs emplois. Il n'y avait pas assez d'occupation pour tant de personnes, si même il en restait pour quelques-uns. Le nombre en diminua donc considérablement. Ils étaient tous modestement soumis au grand prêtre, qui, uniquement occupé des affaires religieuses, abandonnait aux autres les affaires d'État. Le chef sacré, devenu charitable, n'avait pas la dureté de chasser de sa porte les pauvres affamés. Jamais on n'entendait dire qu'il retrancha quelque chose du salaire de l'indigent. C'était au contraire chez lui que l'affamé trouvait de la nourriture, le mercenaire du pain, l'ouvrier nécessiteux, sa table et son lit. Le changement ne fut pas moins considérable parmi les premiers ministres du roi et tous les officiers subalternes. Économes et tempérants, leur pension leur suffisait pour vivre. Une seule personne suffisait pour remplir les places qui en exigeaient 3 avant le rechangement.
On n'avait plus besoin de donner des collègues pour éclairer les actions de ceux à qui l'on confiait le maniement des affaires. Les magistrats ne se laissaient plus corrompre, et ils ne cherchaient plus à faciliter les larcins des autres. Un seul faisait alors 1000 fois plus d'ouvrages que plusieurs n'en faisaient auparavant. Il n'y avait plus d'honneur à faire figure aux dépens de ses créditeurs. Les livrets étaient pendus dans les boutiques des fripiers. Ceux qui brillaient par la magnificence de leurs carrosses les vendaient pour peu de choses. La noblesse se défaisait de tous ces superbes chevaux si bien appareillés, et même de leurs campagnes pour payer leurs dettes. On évitait la vaine dépense avec le même soin qu'on fuyait la fraude. On n'entretenait plus l'armée dehors, méprisant l'estime des étrangers et la gloire frivole qui s'acquiert par les armes. On ne combattait plus que pour défendre la patrie contre ceux qui en voulaient à ses droits et à sa liberté. Jetez présentement les yeux sur la ruche glorieuse. Contemplez l'accord admirable qui règne entre les commerces et la bonne foi. Les obscurités qui couvraient ce spectacle ont disparu. Tout se voit à découvert. Que les choses ont changé de face. Ceux qui faisaient des dépenses excessives et tous ceux qui vivaient de ce luxe furent forcés de se retirer. En vain, ils tentèrent de nouvelles occupations. Elles ne purent leur fournir le nécessaire. Les prix des fonds et des bâtiments tomba. Les palais enchantés, dont les murs semblables à ceux de Thèbes avaient été élevés par la musique, étaient déserts. Les grands, qui auraient mieux aimé perdre la vie que de voir effacer les titres fastueux gravés sur leurs superbes portiques, se moquaient aujourd'hui de ces vaines inscriptions. L'architecture, cet art merveilleux, fut entièrement abandonnée. Les artisans ne trouvaient plus personne qui voulût les employer. Les peintres ne se rendaient plus célèbres par leurs pinceaux. Le sculpteur, le graveur, le ciseleur et le statuaire n'étaient plus nommés dans la ruche. Le peu d'abeilles qui restèrent vivaient chétivement. On n'était plus en peine comment on dépenserait son argent, mais comment on s'y prendrait pour vivre. En payant leur compte à la taverne, elles prenaient la résolution de n'y remettre jamais le pied. On ne voyait plus de salope cabaretière qui gagnât assez peu pour porter des habits de drap d'or. Torcol ne donnait plus de grosses sommes pour avoir du Bourgogne et des ortolans. Le courtisan, qui se piquant de régaler le jour de Noël sa maîtresse de pois verts, dépensait en 2 heures autant qu'une compagnie de cavalerie aurait dépensé en 2 jours, plia bagages et se retira d'un si misérable pays. La fière Chloé, dont les grands airs avaient autrefois obligé son trop facile mari de piller l'État, vend à présent son équipage composé des plus riches dépouilles des Indes. Elle retranche sa dépense et porte toute l'année le même habit. Le siècle léger et changeant est passé. Les modes ne se succèdent plus avec cette bizarre inconstance. Dès lors, tous les ouvriers, qui travaillaient les riches étoffes de soie et d'argent, et tous les artisans qui en dépendent, se retirent. Une paix profonde règne dans ce séjour. Elle a à sa suite l'abondance. Toutes les manufactures qui restent ne fabriquent plus que des étoffes les plus simples. Cependant, elles sont toutes fort chères. La nature bienfaisante n'étant plus contrainte par l'infatigable jardinier, elle donne à la vérité ses fruits dans sa saison, mais aussi elle ne produit plus ni rareté, ni fruits précoces. À mesure que la vanité et le luxe diminuaient, on voyait les anciens habitants quitter leur demeure. Ce n'étaient plus ni les marchands, ni les compagnies qui faisaient tomber les manufactures, c'était la simplicité et la modération de toutes les abeilles. Tous les métiers et tous les arts étaient négligés. Le contentement, cette peste de l'industrie, leur fait admirer leur grossière abondance. Ils ne recherchent plus la nouveauté, ils n'ambitionnent plus rien. C'est ainsi que, la ruche étant presque déserte, ils ne pouvaient se défendre contre les attaques de leurs ennemis 100 fois plus nombreux. Ils se défendirent cependant avec toute la valeur possible, jusqu'à ce que quelques-uns d'entre eux eussent trouvé une retraite bien fortifiée. C'est là qu'ils résolurent de s'établir ou de périr dans l'entreprise. Il n'y eut aucun traître parmi eux. Tous combattirent vaillamment pour la cause commune. Leur courage et leur intégrité furent ainsi couronnés de la victoire. Ce triomphe leur coûta néanmoins beaucoup. Plusieurs milliers de ces valeureuses abeilles périrent. Le reste de l'essaim, qui s'était endurci à la fatigue et aux travaux, crut que l'aise et le repos qui mettaient si fort à l'épreuve leur tempérance étaient un vice. Voulant donc se garantir tout d'un coup de toute rechute, toutes ces abeilles s'envolèrent dans le sombre creux d'un arbre, où il ne leur reste, de leur ancienne félicité, que le contentement et l'honnêteté. Morale. Quittez donc vos plaintes, mortels insensés. En vain vous cherchez à associer la grandeur d'une nation avec la probité. Il n'y a que des fous qui puissent se flatter de jouir des agréments et des convenances de la terre, d'être renommés dans la guerre, de vivre bien à son aise et d'être en même temps vertueux. Abandonnez ces vaines chimères.
Il faut que la fraude, le luxe et la vanité subsistent si nous voulons en retirer les doux fruits. La faim est sans doute une incommodité affreuse, mais comment sans elle pourrait se faire la digestion, d'où dépend notre nutrition et notre accroissement? Ne devons-nous pas le vin, cette excellente liqueur, à une plante dont le mois est maigre, laid et tortueux? Tandis que ces rejetons négligés sont laissés sur la plante, ils s'étouffent les uns les autres et deviennent des sarments inutiles. Mais si ces branches sont étayées et taillées, bientôt devenues fécondes, elles nous font part du plus excellent des fruits. C'est ainsi que l'on trouve le vice avantageux, lorsque la justice l'émonde, en ôte l'excès et le lie. Que dis-je? Le vice est aussi nécessaire dans un état florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. Il est impossible que la vertu seule rende jamais une nation célèbre et glorieuse. Pour y faire revivre l'heureux siècle d'or, il faut absolument, outre l'honnêteté, reprendre le gland qui servait de nourriture à nos premiers pères.